Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir. Le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui est organisation des élections, qu'est-ce qui est fait? Et pour en parler, nous avons invité M. Bissiri Koulibaly, qui est président de l'Association pour le relèvement du taux de participation au Mali, et M. Amidou Doumbia du parti LMA. Moi, je suis Mariam Koulibaly. Installez-vous, c'est parti. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Koulibaly, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent s'agissant de l'organisation des élections au Mali? Je vous remercie infiniment. Je remercie également le studio Tamani et l'ensemble des partenaires du studio Tamani, ainsi que tous ceux qui nous regardent en ce moment pour essayer de comprendre les grandes actualités vraiment du pays. Je vous avoue quand même que la question de savoir qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici dans le cadre de l'organisation des élections. Nous ne sommes pas ici pour parler au nom du gouvernement, mais nous sommes une organisation de la société civile qui est l'Association malienne pour le relèvement du taux de participation aux élections. Mais à cette ère quand même, que je vous avoue que le ministre de l'administration territoriale et de l'administration, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a initier des rencontres avec l'ensemble des acteurs du processus électoral. Si on dit l'ensemble des acteurs du processus électoral, on parle des organisations de la société civile, on parle des partis politiques, on parle également des partenaires techniques et financiers. Quant à nous, organisation de la société civile, on a été reçu plusieurs fois par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pour parler de l'organisation des élections. Parce qu'une élection ne s'organise pas à 60 jours des élections. Mais une élection, vraiment, c'est un processus. Le processus a été déjà déclenché et nous sommes, je crois quand même, là-dessus. Avec les deux rencontres que le ministre a fait avec les organisations de la société civile et également la rencontre que le ministre a fait également avec l'ensemble des acteurs de 3 jours, les organisations de la société civile, les partis politiques, pour parler les processus vraiment électoraux vraiment qui sont déclenchés actuellement en cours. Donc nous pouvons dire quand même que certes, le processus est déclenché, mais on a besoin aujourd'hui vraiment d'un grand consensus autour du processus. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, seul le ministère ne peut pas organiser les élections. Seules les organisations de la société. Très bien. Et vous, M. Doumbia, qu'est-ce que vous avez constaté jusque-là, s'agissant de l'organisation des élections? Bon, je remercie tous les auditeurs et les téléspectateurs de Studio Tamani. Ce qui est important à signaler, c'est que quand même on ne sent pas trop d'avancée dans l'organisation de ces élections. C'est vrai que le ministre de l'administration territoriale a quand même convié la classe politique. Nous avons fait quelques rencontres, on a fait des ateliers pour réfléchir à comment mieux organiser le cadre législatif par rapport aux élections à venir, notamment les réformes par rapport à la loi électorale, les réformes constitutionnelles qui peuvent avoir un impact sur le processus électoral, la loi organique. Il y a eu 2 à 3 jours d'atelier et les partis politiques ont fait des propositions. Et sur la base des propositions, il y a un projet de loi, projet de révision de la charte des partis politiques qui doit être soumis au CNT. Ça, c'est dans le cadre législatif. Mais pour moi, il reste une année pour organiser les élections, je pense 11 mois comme ça. Mais à ce jour, je ne vois pas de calendrier précis validé par tous les acteurs du processus. C'est important qu'aujourd'hui les gens sachent quand est-ce que ces élections vont se tenir et comment ça va se tenir. Je pense qu'il n'y a pas d'évolution dans ce domaine précis. Les listes électorales, on a commencé la révision de ces listes-là pour qu'il puisse y avoir les transferts et tout ça. Avec la grève des administrateurs civils à l'époque, on a arrêté ça, mais jusqu'à présent, ça n'a pas été relancé. Et comment on peut organiser des élections sans qu'on puisse arriver à ce travail-là. Donc quand on essaie d'analyser réellement, en tant que parti politique, il faut reconnaître qu'il n'y a pas trop d'évolution. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, jusqu'à ce que beaucoup d'acteurs se posent la question, est-ce qu'il y a une volonté d'organiser les élections dans les délais. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut travailler pour que cette confiance puisse être restaurée, qu'on puisse apercevoir réellement cette volonté-là. Et aujourd'hui, cette avancée dans l'organisation. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que les gens sont sceptiques. Et il y a des raisons pour être sceptiques.
Monsieur Bissiri Koulibaly, quelles sont les leçons qu'on doit retenir des précédentes élections? Les leçons qu'on doit retenir des précédentes élections, je pense quand même que les contextes ne sont pas les mêmes et les moments également ne sont pas les mêmes. Vous savez, les précédentes élections, je parle des élections générales de 92, des élections générales de 97, des élections générales de 2002, de 2007, de 2013 et les élections récentes de 2020, les élections législatives récentes de 2020. Vous savez quand même que les contextes ne sont pas les mêmes. Nous sommes à une période extrêmement difficile, nous sommes à une période transitoire et il faut travailler dans ce sens. Ce n'est pas la première fois que le Mali est dans ce contexte-là. C'est vrai. En 2013 et 2000, je vous avoue quand même que 2013 et 2021 sont diamétralement opposés parce qu'en 2012 quand même il y a eu un changement de régime qui a été élu démocratiquement. Il y a eu un coup d'État, dont il faut appeler les gens par son nom. Et en 2020 également, il y a eu le même scénario, jusqu'à la démission totale vraiment du président du gouvernement et l'ensemble vraiment de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui quand même. 94. Non, en 94 quand même. Non, en 92. En 92, oui, mais je vous avoue quand même que les événements de 92, on ne peut pas comparer les événements de 92, de 2012 et de 2020. En 92, en 91, donc on parle de 91. En 91, quand même, il y a eu une révolution généralisée du peuple malien pour demander le multipartisme. Mais en 2012, quand même, tout le monde est d'accord avec nous que c'est la crise vraiment qui a secoué la Libye, qui sont les conséquences même de la chute du régime et les changements du régime à Bamako. Et en 2020, tout le monde sait également que en 2020, l'organisation des élections législatives a suscité beaucoup d'interrogations par rapport et à la classe politique et aux organisations de la société civile. Les contextes que ces élections législatives ont été organisées et également les contextes que les résultats également ont été proclamés par le ministère de l'administration territoriale, par la Cour constitutionnelle, vraiment qui ont suscité vraiment beaucoup de débats au sein de la société malienne. Ce qui a conduit même, on peut dire même, ce qui a conduit même à la chute vraiment du régime. Aujourd'hui, nous sommes à une période de transition. Aujourd'hui, quand même, que tout le monde doit savoir qu'on doit travailler main dans la main, yeux dans les yeux, pour voir quel chemin on doit prendre aujourd'hui pour organiser des belles élections, que ce soit présidentielle, législative et surtout le processus électoral qui est devant nous aujourd'hui. Monsieur Doumbia, le processus électoral en cours, est-ce qu'il est différent des autres processus qu'on a vus dans le passé? Pour moi, pour le moment, il n'y a pas de différence. Mais on souhaite qu'il y ait des différences. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quand même organisé plusieurs élections. Et nous devons tirer les leçons de ces élections-là. Vous savez, ce qui est important surtout pour ces élections à venir, c'est la crédibilité du processus. Et la crédibilité du processus, ça dépend aujourd'hui des acteurs et de l'inclusivité qu'on va mettre dans le processus. Je vous donne l'exemple pratique. On a tiré les leçons des élections passées. Tous les observateurs ont demandé la création de l'organe unique de gestion des élections. Et aujourd'hui, 90% des partis politiques sont favorables à ça. On a organisé des ateliers, 3 groupes, ça ressort dans les recommandations de mettre en place l'organe unique de gestion des élections. Comment vous prévoyez la mise en place de cet organe? Mais c'est au ministère de l'administration territoriale de créer les conditions pour la création de ces organes-là. Nous sommes là pour être consultés et les observateurs, lors des élections passées, ont fait des recommandations dans ce sens. Les partis politiques ont fait des recommandations dans ce sens. C'est au ministère de l'administration territoriale et au gouvernement de transition de travailler et de montrer comment est-ce qu'on peut arriver à ça. Et si le Premier ministre parle de difficultés, le ministre de l'administration territoriale va proposer le maintien du statu quo, mais ce n'est pas l'avis des partis politiques. Et aujourd'hui, tout le monde demande ça. Et maintenant, c'est à eux de travailler pour ce faire. Le Premier ministre a dit que c'est difficile, mais en quoi c'est difficile? Il faudrait communiquer et montrer aux uns aux autres comment on peut y arriver et quelles sont les difficultés. Et quand on va discuter, on trouvera les moyens nécessaires pour le faire. Parce que si aujourd'hui la classe politique demande ça et qu'une grande partie de la société civile le demande, et si on ne va pas vers ça, ça peut nous amener dans les problèmes. On ne le souhaite pas. Et ce processus, nous avons la chance aujourd'hui de corriger
beaucoup de failles dans notre processus électoral, notamment le poids de l'argent dans nos élections, pas en termes de coûts d'organisation, mais ce que les gens déploient comme moyens financiers lors des campagnes et tout ça. Quand même, nous devons quand même revoir le cadre législatif du pays, faire ce toilettage nécessaire là, et ensuite mettre le paquet pour que réellement les élections qui puissent venir puissent être organisées de manière inclusive, c'est-à-dire ce que les uns et les autres, les principaux acteurs demandent, qui sont les partis politiques, qu'on travaille dans ce sens-là. Et c'est ce qui va nous amener à éviter une crise post-électorale. Et c'est ce qui va nous amener à rehausser même le taux de participation. Donc ce qui est important, c'est que les acteurs, les autorités de la transition doivent comprendre que les concertations, les ateliers sont faits pour que quand il y a des recommandations, que ces recommandations soient mises en œuvre et que les uns et les autres veulent voir en réalité ce que le gouvernement est en train de faire concrètement par rapport à l'organisation de ces élections-là. Parce que pour le moment, c'est le flou total. Il n'y a pas de calendrier. On ne sait pas quand est-ce qu'on va organiser les élections présidentielles. Il n'y a pas de date précise. On ne sait pas quand est-ce qu'on va organiser les élections législatives. Pas de date précise. On ne sait pas quand est-ce qu'on va organiser les élections municipales. Pas de date précise. À cette date-là, à ce moment précis, on aurait dû avoir un calendrier et un calendrier validé par l'ensemble des acteurs pour qu'on puisse aller véritablement vers ces élections. Mais aujourd'hui, ce qui est à regretter, c'est ça. Et ils doivent aller très vite, vraiment très vite, pour qu'on sache quand est-ce que ça va se faire et on se donnera les moyens pour atteindre nos objectifs. S'il y a des difficultés, en discutant, en dialoguant, on trouvera des solutions à ces difficultés-là. Mais pas en étant seul, en faisant travailler les gens pendant plusieurs jours et revenir nous dire on ne peut pas faire ça, alors que c'est vous qui avez demandé l'avis des uns et des autres par rapport à la crédibilité de l'élection, comment arriver à une bonne élection. On fait des propositions et on nous sort avec l'argumentaire que ce n'est pas possible. En quoi ce n'est pas possible? Il faut qu'on nous le dise. L'organe unique de gestion des élections, c'est une proposition consensuelle, presque de toute la classe politique. Et c'est la classe politique pour l'essentiel qui va compétir pour les élections. Nous demandons à ce que les élections soient organisées sur cette base. Et qui va nous convaincre aujourd'hui pour dire que ce n'est pas possible et c'est ça? Non, c'est à eux de travailler, de nous montrer réellement ce qui est en train d'être fait. Et pour moi, nous ne sommes pas sur la bonne voie. Le ministère doit revoir, les autorités de la transition doivent revoir pour essayer de rassurer les uns et les autres quant à l'élection et à la crédibilité du processus. Pas de calendrier jusqu'à présent. Monsieur Bissiri Koulibaly, vous qui êtes le président d'une association pour le relèvement du taux de participation au Mali, à ce stade, est-ce que vous êtes en train de mener des campagnes sur le terrain pour permettre à ce que beaucoup de Maliens puissent participer à ces élections prochaines? Très bien, très bien. Donc, je vous avoue quand même que ça fait des mois, depuis le mois de janvier jusqu'à la fin du mois de février, nous sommes sur le terrain. J'étais à Kidal, j'étais à Ménaka, je viens de quitter Tombouctou tout de suite. J'ai fait toutes les régions du Mali entre le mois de janvier, le 14 janvier et la fin du mois de février. Je vous avoue quand même que nous sommes en train de travailler pied d'arrache pour que les Maliens et les Maliens puissent comprendre même le processus électoral. Parce que si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses que le peuple, les citoyens même ne comprennent pas dans le processus électoral. C'est pourquoi nous avons exécuté un projet tout de suite qu'on appelle le projet d'engagement citoyen lié au processus électoral, financé par l'administration à travers la division des affaires électorales et soutenu par le ministère de l'administration territoriale. Donc dans ces projets également, nous avons expliqué à la population qu'est-ce que la population doit faire à un moment vraiment électoral, surtout dans un pays de crise que nous vivons aujourd'hui. Mais avant de rebondir vraiment sur ça, j'aimerais donner vraiment quelques aspects de réponse à ce que mon ami vraiment vient de dire par rapport à l'organe unique des élections. Effectivement, l'organe unique des élections, ça a été une demande de l'ensemble de la société civile et des partis politiques. Nous avons participé pleinement au déni, au dialogue national inclusif que le peuple vraiment a souverainement décidé qu'il y ait un organe unique des élections. Mais là où nous sommes aujourd'hui, partout où nous partons, nous posons des questions.
est-ce qu'entre l'organe unique aujourd'hui, organiser les élections dans 14 mois ou dans 12 mois et renforcer les structures existantes, vraiment, quel serait vraiment le mieux pour nous? Après la rencontre, l'atelier de 3 jours qu'on a tous participé, nous avons participé au groupe D sur la colline, nous avons fait des propositions très concrètes. Parmi ces propositions, nous avons demandé qu'il faut qu'il y ait vraiment un groupe d'experts consultatifs composé des partis politiques, des ONG de la société civile et du ministère, des techniciens du ministère pour voir quels pourraient être les avantages et les inconvénients d'un organe unique avant les 14 mois. Parce que il vient de dire, il ne reste que 12 mois. Il ne reste que 12 mois. Est-ce qu'on peut mettre un organe unique maintenant dans 12 mois et aller aux élections également dans 12 mois? Nous nous sommes dit quand même qu'il faut ce groupe d'experts consultatifs qui doit travailler peut-être 10 jours, une semaine, donc dans un lieu très bien sécurisé et apporter vraiment une réponse globale. Parmi nous, il y a des gens qui sont extrêmement inquiets par rapport à l'organe unique. Est-ce que la dissolution de la CENI ne va pas dans ce sens-là? Oui, si la dissolution de la CENI va dans ce sens-là, mais aujourd'hui, comme je viens de dire, aujourd'hui, vraiment, rien n'est clair pour le moment. Rien n'est clair pour le moment. Personne ne peut dire avec exactitude que la CENI a été dissoute parce qu'on va mettre un organe unique, ou bien la CENI a été dissoute, on va remplacer les membres de la CENI vraiment pour continuer avec les organes existants. Personne ne peut le dire et répondre aujourd'hui avec affirmatif. Mais là où nous sommes aujourd'hui, on doit se poser la question, si on va aujourd'hui à un organe unique, est-ce qu'on peut mettre les démembrements, l'organe unique national d'ici 10 mois? Est-ce qu'on peut mettre les démembrements au niveau des régions? Est-ce qu'on peut mettre les démembrements au niveau des CERT? Est-ce qu'on peut mettre les démembrements au niveau des communes? Il faut former ces démembrements et aller organiser les élections dans 12 mois ou dans 14 mois. La question est là. Donc maintenant, si ce groupe d'experts consultatifs vraiment essaie de nous donner des réponses ou bien des points de vue, les inconvénients et les avantages de l'organe unique et également les inconvénients et les avantages maintenant des statu quo. Les statu quo, c'est quoi? Les statu quo, c'est de rester avec la CENI. Les statu quo, c'est de rester avec la DG. Les statu quo, c'est de rester avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui organise vraiment les élections. Ça, c'est le statu quo. Donc, maintenant, si ces groupes consultatifs se réunissent maintenant pour nous proposer quelque chose, parce que vous savez, mon cher ami, on a été plus de 400, 500 personnes vraiment à réfléchir par rapport vraiment à l'intérieur de ces 3 jours-là. C'est vrai, il y a des propositions concrètes vraiment qui ont été assorties lors de cet atelier-là. Mais il faut quand même un groupe consultatif, d'experts consultatifs composé vraiment tripartite, des partis politiques, des organisations de la société civile et le ministère de l'administration territoriale. Pourquoi pas même de ne pas même faire appel à l'expertise même de la communauté internationale par rapport vraiment à cela. Donc, la réponse ou bien les conclusions vraiment de ces groupes d'experts vraiment peuvent nous donner une ligne à franchir. Donc cette ligne, ça pourrait être quoi? Ça peut dire qu'aujourd'hui quand même que ce n'est pas possible de mettre sur le pied un organe unique. Ou bien ce n'est pas possible, vraiment, il faut aller avec le statu quo. Donc, avec le consensus, l'ensemble des classes politiques, les organisations de la société civile, le gouvernement, on peut se mettre d'accord. Quelle structure maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le plan? Même si on met une structure unique aujourd'hui, est-ce que cette structure unique maintenant sera la structure pour combien de temps? Ou bien on va mettre une structure unique uniquement pour la transition. Après la transition, le nouveau président qui va venir démocratiquement, qui sera élu démocratiquement, va acheminer vraiment le reste du travail. Nous pensons quand même qu'au niveau de notre organisation, oui, nous sommes dans des regroupements des organisations de la société civile qui réfléchissent également par rapport à ça. Mais nous pensons quand même qu'on n'a pas assez de temps. Il faut qu'il y ait vraiment un groupe d'experts consultatifs vraiment pour nous proposer quelque chose de concret. Et la classe politique, les organisations de la société civile et le gouvernement. Ça, c'est notre point de vue. Donc, par rapport au taux de participation, effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nous puissions vraiment, le taux de participation de 2000, les élections à venir, puissent dépasser les taux de participation de toutes les élections précédentes. Vous savez, de Koulibaly, depuis l'avènement de la démocratie, aucun taux de participation n'a atteint 50%. J'ai le regret de vous dire quand même que de 92 jusqu'à maintenant, aucun scrutin, aucun taux de participation. Cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi? Oui, cela est dû à beaucoup de facteurs. Aujourd'hui, l'inscription est automatique dans notre pays. Selon vous, M. Doumbia, la baisse du taux de participation est due à quoi au Mali? C'est surtout parce que les gens ne croient pas au processus.
Et la crédibilité du processus a été toujours... Les citoyens lambda n'ont jamais cru au verdict des urnes. Et l'histoire contemporaine de notre pays a montré que les gens sortent, ils votent, mais de l'autre côté, on change les voix. On achète les voix. On ne met pas en avant le programme. On travaille tout simplement pour faire en sorte que la partie qui organise les élections gagne. Donc le citoyen malien ne croit pas même au processus et ne croit même pas au verdict des urnes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de travailler à mieux crédibiliser cette affaire. C'est pourquoi on parle de l'organe unique des élections. Mon cher ami, je suis désolé. La transition avait 18 mois pour démarrer cette affaire. Depuis le début, on nous a dit qu'on allait mettre en place les recommandations du dialogue national inclusif. Le dialogue national inclusif a parlé de l'organe unique de gestion des élections. Donc depuis le début du processus, on savait que ça devait être organisé. Mais encore au-delà de ça, le Premier ministre a dit que ce n'est pas possible d'organiser. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de constituer des experts encore, donner des per diem et dépenser notre argent inutilement. Pour moi, ce qui est important, si le Premier ministre dit que ce n'est pas possible d'organiser, qu'il convie la classe politique et qu'il convie la société civile et qu'il vient nous montrer, ça veut dire que lui, il a l'expertise et son gouvernement. C'est eux qui sont payés pour le faire, qui viennent nous montrer techniquement que ce n'est pas possible de le faire. Et il nous fait des démonstrations. S'il nous fait des démonstrations et qu'on voit effectivement que ce n'est pas possible de le faire dans les délais, on trouvera les moyens. Si on doit trouver des palliatifs comme tu parles, on le fera. Mais aujourd'hui, ce travail n'a pas été fait. Ça fait combien de jours le Premier ministre est allé à l'Assemblée nationale? Il a dit que ce n'était pas possible. Il a parlé d'une concertation avec la classe politique pour essayer d'élargir. Mais je vois qu'il a un peu dilué son discours. Aujourd'hui, la question de l'organe unique n'est pas jetée à la poubelle. Mais le ministère de l'administration territoriale, les propositions qui sont sorties très récemment parlent de maintien du statu quo. Parce que le Premier ministre a dit que ce n'était pas possible de le tenir dans les délais. Donc, pour qu'il puisse y avoir quand même un fort taux de participation, il faut que dès le début, on puisse montrer que c'est une élection plus crédible que les élections passées. Il faut que la classe politique fasse son travail et réellement son travail sur le terrain. Aujourd'hui, nous devons être sur le terrain, mobiliser nos électeurs, mobiliser les Maliens. Déjà, est-ce que vous êtes en campagne? Est-ce que certains partis politiques sont en campagne? Doit être toujours en campagne de séduction des électeurs et en conquête de militants. Et c'est ce que nous faisons. Ça fait depuis le début de la transition, nous l'avons dit. Nous avons dit aujourd'hui, le rôle de la classe politique, c'est de préparer les élections. Préparer les élections, d'abord en participant à tout ce qui est proposition d'idées, à tout ce qui est cadre de concertation. Nous participons à ces cadres de concertation. Mais préparation des élections en étant sur le terrain, en étant plus proche des Maliens, en travaillant pour que les Maliens comprennent réellement l'enjeu des élections à venir, l'enjeu de choisir un bon président ou des élus nationaux. Mais surtout de dire aux Maliens, personne ne viendra faire le Mali à notre place. Les gens ont voulu changer le verdict des urnes. Si les gens sortent massivement pour voter, ce n'est pas possible de changer les choses. Et ce travail de sensibilisation doit continuer et presque tous les partis politiques doivent faire cela. C'est important. C'est ce qui va concourir à créer de l'engouement autour des élections. C'est ce qui va concourir à ce que nos citoyens comprennent que le choix est important. Rester à la maison, ne pas aller voter, c'est suicidaire. Parce que c'est des responsables qui seront amenés à parler de nos questions d'éducation, des questions de santé qui touchent réellement à la vie de nos concitoyens. Donc pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, il faut l'inclusivité. Que les acteurs sachent voient qu'il y a l'inclusivité dans le processus. Il faut de la crédibilité, que les acteurs sachent qu'il y a la crédibilité dans le processus. Et il faut surtout de la sensibilisation, que nos citoyens soient sensibilisés, que nos citoyens, au bout du processus, sachent que ceux pour qui ils vont voter, c'est celui-là qui va gagner. Donc ça va dépendre des acteurs, des autorités de la transition qui doivent aujourd'hui lancer le débat. Partout, on doit parler d'organisation des élections. Partout, on doit nous parler en fait de l'évolution du processus. Et c'est ça le problème. Parce que les gens même ne savent pas comment est-ce que ça évolue.
Quel travail est fait? C'est ça le problème. Monsieur Koulibaly, Monsieur Doumbia parlait tantôt de crédibilité et d'inclusivité. Nos populations dans les localités en proie à l'insécurité, est-ce qu'ils n'ont pas été oubliés dans ce processus? Oui, effectivement, quand nous, on a été à Tomotou, la question nous a été plusieurs fois posée, qu'ils sont dans la doublette et également dans beaucoup de... Je vous avoue quand même que ce n'est pas les populations du Nord seulement. Même à Caille, si je vois le rapport de notre activité qu'on vient de mener, vous verrez que souvent même les populations de Caille parlent les mêmes difficultés que les populations de Taoudini. Parce qu'on a fait l'atelier de Taoudini dans la ville de Tomotou, parce que l'administration de Taoudini est actuellement à Tomotou. Donc, en écoutant les uns et les autres, en écoutant les différentes parties de la population du Mali, on verra quand même dans le processus électoral quand même, tout le monde a les mêmes difficultés. Mais ce que vous venez de dire, le Nord est très touché aujourd'hui par l'insécurité. Pas que le Nord, il y a le centre aussi. Oui, je viens. Le centre aussi est touché par l'insécurité. Mais dans ces 2 jours-là, moi je suis de Sigasso. Sigasso aussi vraiment a été touché vraiment par cette insécurité. Partout, aujourd'hui, personne ne peut dire aujourd'hui sur aucune partie du territoire que ça va aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'insécurité généralisée. Et il est de notre devoir, nous tous, partis politiques, hommes des médias, société civile, comment on peut améliorer vraiment cette situation-là. En ce qui concerne un peu le taux de participation, permettez-moi un peu de revenir un peu en arrière. En ce qui concerne le taux de participation, vous savez quand même que nous avons fait une étude par rapport à ce problème de taux de participation. Donc les conclusions qui sont sorties de cette étude sont plus ou moins accablantes. Vous verrez quand même qu'en 2018, plus de 80 000 électeurs sur la liste et sur le fichier électoral, les personnes étaient déjà décédées. Donc, il y avait des personnes décédées sur le fichier électoral, sur la liste électorale. Cela correspond à peu près à 8% de l'électorat. Et également, le mode même de l'inscription sur notre fichier électoral reste également à désirer. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec la révision de ces fichiers électoraux? Non. Mon ami vient de dire tout de suite qu'on a fait une révision annuelle de la liste électorale le mois d'octobre à janvier. Mais vous-même, en tant que... donc, voilà, je reviens. En tant qu'homme des médias et en tant qu'homme de la société civile et homme politique également, tout le monde a su comment ça a été passé en 2020. Ils ont commencé 10 jours après, les agents sont allés en grève. Dès lors, il n'y a rien. Mais je crois quand même que le gouvernement, à travers le ministère de l'administration territoriale, est en train de travailler sur comment on peut organiser une révision exceptionnelle, vraiment la liste électorale, avant les élections à venir. Donc, mais les propositions quand même doivent être sur la table du ministère de l'administration territoriale. Nous allons vraiment envoyer notre proposition, les partis politiques également vont envoyer leurs propositions, tout le monde doit envoyer vraiment ses propositions par rapport à comment on doit réussir, comment on peut améliorer le taux de participation. Parce que la question revient chaque fois. Imaginez-vous, même dans un pays voisin, les élections législatives ont été organisées. La première des questions que les gens se posent, quel est le taux de participation? Si une élection est organisée dans un pays, la première des questions qu'on se pose, c'est le taux de participation. Monsieur Doumbia, les élections sans les populations dans les localités en proie à l'insécurité, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est possible au Mali? Permettez-moi de revenir encore par rapport à ce qu'il a dit sur la révision de la liste électorale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'on soit franc avec le gouvernement. Ça fait combien de temps on a organisé cette révision? Ça a été bloqué, ça a été fait 10 jours. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui les empêche d'organiser une révision de la liste électorale? On dit encore c'est sur la table. Ça doit faire quoi sur la table du gouvernement encore? On est à 11 mois de l'organisation des élections. Simple révision, on ne parvient pas à faire ça. Vraiment, il faut que l'on revoie les choses. Par rapport aux zones d'insécurité, c'est au gouvernement de travailler pour qu'il puisse y avoir la sécurité. Je pense que l'axe numéro 1 du plan d'action du gouvernement du Premier ministre. Donc, moi, je pense qu'il doit travailler dans ce sens-là. Parce que le Mali, aujourd'hui,
nous avons beaucoup de nos compatriotes qui vivent dans des difficultés majeures, qui ont du mal à avoir à manger, à boire, à être sécurisés, la justice et tout ça. Ceux-ci ne pensent pas aux élections. Ils pensent à être sécurisés. Donc il faudrait qu'on aille très vite et qu'on sécurise et que l'administration retourne dans ces endroits-là. Mais pas cette fois-ci, pas pour aller organiser les élections et retourner. Mais cette fois-ci, notre retour, ça doit être un retour définitif. On organise les élections, on reste et on sécurise. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Le Mali est prêt aujourd'hui à aller vers ces élections-là? Le Mali aujourd'hui Vu doit le temps aller, qui reste à la transition et la situation du pays aux élections. Et les autorités doivent travailler pour être dans le délai. Ils ont une mission précise dès le début. Ils savaient que c'était 18 mois. Dès le début, ils savaient qu'il y avait des difficultés majeures en termes de sécurité. Dès le début, ils savaient tout ça. Donc aujourd'hui, le travail qui doit être fait, c'est que le gouvernement mette toutes les dispositions en place pour sécuriser le maximum de notre territoire. Que le gouvernement mette les dispositions en place pour réformer notre pays, le système électoral, la charte des partis politiques. Tout ce travail doit se faire et que le gouvernement travaille qu'à l'issue, on puisse être dans les délais et qu'on organise les élections. Parce que le salut du Mali passe par ça. Qu'on ait des institutions crédibles, qu'on ait un pouvoir démocratique. Et pour cela, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix, je le dis, je le répète, nous n'avons pas le choix, nous devons être prêts. Et le gouvernement doit travailler pour qu'on soit prêt et qu'on organise ces élections. C'est eux qui ont aujourd'hui cette lourde tâche, c'est à eux de travailler, c'est eux qui vont rendre compte. Monsieur Bissiri Coulibaly, vous avez parlé tantôt de difficultés que les populations en proie à l'insécurité rencontrent et que d'autres localités aussi rencontrent. Vous avez parlé notamment de la région de Caille. Quelles sont ces difficultés-là? Pensez-vous aujourd'hui que ces populations sont prêtes à accueillir les élections? Vous savez que vous avez posé la question si on doit aller aux élections. Je pense quand même que le Mali doit créer toutes les conditions nécessaires d'y aller. Si on parle du Mali, il ne s'agit pas du gouvernement seulement, il s'agit des partis politiques. Parce que moi, je dirais même que les partis politiques sont mieux représentés dans le Mali profond que le gouvernement. Parce que vous verrez dans tous les villages, dans toutes les communes, dans tous les cercles, vous verrez les représentants des partis politiques dans tous les villages, dans les hameaux. Vous ne pouvez pas aller dans un village, dans un hameau au Mali, si vous ne trouverez pas un représentant d'un parti politique là-bas. Donc, s'il faut créer les conditions d'y aller aux élections, je pense quand même que cette responsabilité ne devrait pas incomber seulement au gouvernement. Ça doit nous incomber tous. Nous, les organisations de la société civile, les partis politiques et le gouvernement. C'est vrai, chacun d'entre nous a une part de responsabilité, mais des responsabilités extrêmement différentes. Nous avons des responsabilités différentes et on doit aller aux élections. Effectivement, en écoutant les populations à travers le pays, vous verrez quand même que les gens sont excités même à aller aux élections. Ce n'est pas prêt, les gens sont excités à aller aux élections. Les gens sont pressés à aller aux élections. Vous savez, une transition n'est pas une bonne chose vraiment pour un pays démocratique. Mais la transition peut être une opportunité à corriger certaines choses. Parce que ce qui anime la transition, nous pensons quand même que doit être des gens extrêmement neutres. Et s'ils sont neutres, ils vont organiser des élections neutres également. Si je dis des élections neutres, des élections sans partisans, des élections vraiment sans parti pris, et les gagnants doivent être déclarés gagnants, le vainqueur doit être déclaré vainqueur et le vaincu doit être déclaré vaincu, conformément aux sorties vraiment des urnes. Je vous rappelle que le thème du grand dialogue d'aujourd'hui, c'est organisation des élections, qu'est-ce qui a été fait? Et nous sommes avec M. Bissiri Coulibaly, président de l'association pour le rehaussement du taux de participation au Mali, et M. Amidou Doumbia du parti LMA. Maintenant, M. Doumbia, on va parler de la sortie de M. Issa Kaoujim concernant la candidature de M. Assimi Goïta. Quelle analyse vous faites de cette situation? Bon, l'analyse que je fais, c'est qu'il a dit ça n'engage que lui. Nous suivons la charte de la transition. L'article 9 de la charte de la transition est très clair. Le président, le premier vice-président ne peuvent pas être candidats des élections qui seront organisées à l'issue de la transition. Et cette disposition n'est pas susceptible d'être révisée. La charte est claire. Et je pense que des responsables
du Conseil national de la transition ne devrait pas tenir de tels propos, des propos qui peuvent contribuer à créer des tensions. Aujourd'hui, la transition n'a pas besoin d'adversité. Aujourd'hui, la transition n'a pas besoin qu'on lui crée des faux problèmes. La transition a surtout besoin de la stabilité. Si tu veux aider la transition, tu ne dois pas tenir des propos qui peuvent amener le doute sur le processus, qui peuvent amener les responsables à réfléchir autrement. Ce serait un danger pour le Mali que l'on organise des assises qui est une charte de la transition et qu'on incite les gens à violer. J'espère que ceux à qui c'est adressé vont comprendre qu'ils ont l'opportunité de rentrer dans l'histoire, qu'ils ont une opportunité historique de sortir par la grande porte. Et tous les grands leaders qui sont sortis par la grande porte n'ont pas écouté les laudateurs. Ces responsables sont restés lucides, malgré qu'il y ait des personnes qui ont tenté de les dévier de leur chemin. Ils doivent comprendre que si le peuple se met ensemble pour prendre une décision, il faut respecter cette décision. Il ne faut pas écouter ceux qui parlent à côté et ceux qui veulent les amener sur un chemin qui ne serait pas bon pour le Mali et pour l'avenir du Mali. Je fais confiance aux autorités et à la lucidité des responsables pour comprendre qu'à l'issue de ce processus, l'opportunité est donnée au Mali de se reconstruire. L'opportunité sera donnée aux Maliens de choisir leur prochain président. Et ce prochain président, il est clair et c'est net que ce ne sera ni le président actuel de la transition, ni le premier vice-président de la transition, parce que depuis le début du processus, on a été clair dans la charte. Et le président qui est parti il n'y a pas longtemps, Ibrahim Boubacar Keïta, est parti parce que tout simplement, les gens ont reproché qu'ils n'ont pas respecté les textes. Et je pense qu'ils sont en train de parler aujourd'hui de révision ou même de dire qu'on va s'asseoir pour relire ça. Ceci critiquait l'ancien président parce qu'il ne respectait pas ses engagements. Je pense que ce n'est pas une bonne image qu'on envoie du Conseil national de la transition, et surtout le 4e vice-président de la transition qui parle ainsi. Monsieur Missirou Coulibaly, vous êtes du même avis que Monsieur Doumbia? Oui, je partage beaucoup vraiment ce que Doumbia vient de dire, parce que moi je pense quand même que personnellement, la déclaration de Kaoudjoum pour moi c'est un non-événement. Parce que les textes sont clairs, personne ne va oser vraiment développer que ce soit vraiment aujourd'hui au Mali. On a vu les conséquences de 2020, c'est que le verdict de la Cour constitutionnelle a embrassé tout le pays, tout le monde le sait aujourd'hui. Si un responsable, soi-disant, dit que vraiment il veut ceci, il veut cela, vraiment ça m'a beaucoup étonné, mais ça ne m'a pas étonné également, parce que c'est de bonne guerre. Mais je sais quand même que l'intéressé lui-même n'a jamais placé un seul mot, il n'a pas parlé, et je sais quand même qu'il sait que ceux qui veulent l'induire dans l'erreur, il ne va jamais les suivre. Et dans d'autres pays, au Niger, tout près, on a vu, il y a un groupe qui avait appelé Tandja à se présenter à un 3e mandat. Ce monsieur vraiment a été jeté en prison. Est-ce que vous voyez? Il a été jeté en prison parce qu'il dit qu'il est en train de violer la Constitution. Le monsieur a fait une déclaration qui viole la Constitution. Kaoudjoum a fait une déclaration qui viole aujourd'hui la charte. Donc vraiment, il doit répondre vraiment à cette déclaration-là, à mon avis. Alors, M. Doumbia, nous sommes dans la mouvance du 8 mars. Est-ce que les femmes, selon vous, sont impliquées dans ce processus? Les femmes... Et votre parti, est-ce que le parti donne assez de place aux femmes? Oui, chez nous, quand même, nous avons toujours donné de la place aux femmes. Bien avant le vote de la loi sur le genre, nous, l'un des premiers partis qui a donné son poste de secrétaire général à une femme, c'est bien le parti Yelema. Le parti Yelema donne la responsabilité aux femmes. C'est pourquoi le 8 mars, nos femmes l'ont fait sur le terrain en faisant beaucoup d'activités, en faisant des activités de nettoyage, en étant utiles à la société. Chez nous, au parti Yelema, il n'y a pas ce problème-là. Et notre bureau, parmi nos vice-présidents, il y a une femme. Dans les postes assez stratégiques, il y a des femmes. Chez nous, ce problème ne se pose pas. Notre secrétaire à la communication, c'est une femme. Est-ce que dans le processus électoral en général, elles sont représentées? Bon, ce processus-là, moi, si je dis aujourd'hui que les femmes sont impliquées ou même que les hommes sont impliqués, le processus est flou. On ne peut pas, il n'y a pas de lisibilité dans le processus. Donc, si je vous dis aujourd'hui que les femmes sont impliquées, j'aurais menti. Et ça ne fait pas partie des valeurs du parti Yelema qui est toujours de dire la vérité et la transparence. Mais pour revenir à ce que vous avez dit tout de suite là, par rapport à Kaoudjoum, si j'étais le président, ces propos ne concernent que moi.
ce n'est pas le parti. Mais si j'étais le président de la transition, j'allais l'enlever du CNT et abroger son décret. C'est-à-dire j'allais le remplacer automatiquement parce qu'il faut au Mali qu'on apprenne à respecter les textes et qu'on fasse respecter les textes. Des propos de ce genre sont des propos qui peuvent concourir à la haine, qui peuvent concourir à la déstabilisation de l'État. Et donc, je pense que le président de la République a l'opportunité de saisir ça pour donner une leçon, pour que plus jamais on ne puisse même donner l'envie aux Maliens, ne serait-ce qu'aux autorités, d'avoir envie de changer les textes en leur faveur ou même de violer les textes. Cela n'est pas possible, surtout dans un organe qui est chargé de légiférer et de faire respecter la loi. Mais c'est très grave. Et aujourd'hui, pour que le processus soit assez crédible et qu'il n'y ait pas de tension entre les acteurs, des propos de ce genre doivent être condamnés et vigoureusement condamnés. Monsieur Bissiri Koulibaly, sur le terrain, est-ce que les femmes sont motivées pour aller vers ces élections futures? Oui, les femmes sont motivées. Vous savez que partout où nous avons fait nos ateliers, souvent même c'était des 50 participants. Vous verrez souvent dans certaines localités, il y avait plus de 40 participants sur les 50. D'autres 30 participants sur 50, d'autres 25 hommes, 25 femmes. Donc vous verrez que les femmes sont extrêmement motivées parce qu'aujourd'hui, toutes les difficultés que le pays rencontre aujourd'hui, très généralement, c'est les femmes qui sont les plus touchées avec les enfants. Donc, si aller aux élections peut être une solution de sortie de crise, les femmes sont plus que jamais motivées à aller à ces élections-là. Mais il faut créer les bonnes conditions pour qu'on puisse aller vraiment à ces élections, pour que les élections vraiment ne soient pas encore entachées vraiment des fraudes, d'irrégularités et également des contestations qu'on a vues en 2020. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Monsieur Hamidou Doumbia, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? La conclusion, c'est dire aux Maliens que nous sommes dans une communauté de destin. La fin de la transition sera l'opportunité pour notre pays de se doter des institutions fortes, de se doter des personnalités patriotes, des personnes qui vont travailler pour le bien-être des Maliens. Et pour la réussite de cette phase aussi cruciale pour notre pays, il est important qu'on travaille à l'inclusivité, il est important qu'on travaille à l'apaisement et surtout qu'on travaille à rassurer les Maliens qui ont aujourd'hui peur, qui ont peur de l'insécurité, qui ont peur de la famine, qui ont peur tout simplement de ce qui peut advenir à la fin de la transition. Et pour cela, tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, gouvernement, CNT et présidence, doivent tenir des propos responsables, des propos qui peuvent amener la quiétude. Le Mali a besoin de rassemblement, le Mali a besoin d'inclusivité, le Mali a besoin de crédibilité. Et j'espère très bien que les autorités le comprendront et qu'à l'issue de cette transition, notre pays sortira grandi et véritablement grandi. Le Mali a besoin d'inclusivité. Monsieur Bassirou Koulibaly, pour terminer. En 2007, je me souviens que le Mali a organisé les élections avec un fichier qu'on appelle FEC, fichier électoral consensuel. Donc tous les acteurs, les partis politiques, les organisations de la société civile, nous sommes tous tombés d'accord qu'il faut aller avec un fichier consensuel. Donc aujourd'hui, je pense aujourd'hui quand même que les acteurs d'aujourd'hui, les partis politiques, les organisations de la société civile, le gouvernement, on peut se retrouver, tomber d'accord sur quelque chose, parce qu'il ne faut pas qu'on décide quelque chose et aller dire ça aux gens qu'on veut que ça soit comme ça. Mais si c'est l'ensemble des acteurs qui se réunissent, qui se concertent et décident quelque chose, on doit aller dans ce sens. Merci Sans beaucoup, terminer, merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, auditeurs et téléspectateurs. Je vous rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'était organisation des élections, qu'est-ce qui a été fait. Et comme invité, on avait M. Bissirou Koulibaly, président d'une association pour le rehaussement du taux de participation au Mali, et M. Hamidou Doumbia du parti Élément. Moi, c'est Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. Vous avez la possibilité de le revoir sur le site de Studio Tamani qui est www.studiotamani.org. Ce débat a été coordonné par Mamadou Touré à la régie Mamadou Ouattara. Merci, au revoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Le grand dialogue.